Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De 2009 à 2013, c'est bien ça. Et vous parlez justement vous étiez au ministère des Affaires sociales, aujourd'hui c'est le ministère de l'Intérieur, hein. Et vous écrivez ce livre que je recommande vraiment, Le défi d'être français. Est-ce que c'est aujourd'hui un défi ou pratiquement, je ne dis pas un combat désespéré, puisque vous rappelez très bien que les 3/4 de la population est encore française depuis des générations? Les 3/4, donc faut quand même rappeler les choses avant de dire ça y est, on est déjà remplacé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, on s'en va. Mais vous dites en même temps, il y a péril en la demeure. Et que quand vous dites un défi, mais alors justement c'est un défi qu'on peut encore relever, et comment? Oui, c'est un défi qu'on peut relever. Je pense que si j'avais été totalement désespéré, j'ai été parfois sur la situation des banlieues, mais là, si j'avais été totalement désespéré, je l'aurais pas écrit. C'est que je pense que il faut aujourd'hui se réarmer d'une certaine façon mentalement pour pouvoir affronter cette réalité qui est en train de s'installer dans le pays, qui fait que les Français, qui soient d'origine française ou qui soient d'origine étrangère ayant accepté de devenir français, finissent par être, ils sont toujours majoritaires, nous sommes toujours majoritaires, mais finissent par être mis en difficulté par des populations qui soit ne veulent plus devenir françaises, soit sont devenues françaises par hasard et parfois d'ailleurs sans l'avoir demandé, et qui se considèrent pas comme françaises. Alors justement, vous énumérez justement un certain nombre de personnes, mais ce qui est très frappant, c'est que comment il se fait que d'un côté vous dites la naturalisation c'est formidable, c'est un long processus, etc. Et je connais des gens qui soient d'ailleurs maghrébins ou autres, et n'a rien à faire, qui attendent depuis des années leur naturalisation, des Polonais, des Russes, etc. Et il y a des gens, première question quand même, qui l'ont sans même la demander. Et en fait, qui se fichent de savoir s'ils l'ont ou pas. Alors, déjà ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement absurde ? Oui, il y a quelque chose qui est assez absurde, et ça c'est sûr. À l'origine, il faut bien comprendre que la nationalité française, elle s'est construite, d'un point de vue juridique, hein, elle s'est construite à la fin du 19e siècle, et à ce moment-là, la France se voyait comme une puissance suffisante pour que la nationalité s'impose d'elle-même, pour que la langue s'impose d'elle-même. En fait, on était encore dans la France républicaine, colonialiste, il faut dire les choses clairement, et donc on avait une vision très, on était en aplomb par rapport au reste de la société, quoi. On n'a pas compris que tout ça avait changé depuis, mais les lois sont restées. Donc, les lois stipulent quoi? On va pas faire tout l'inventaire, mais quand même. C'est compliqué. Donc, est français celui qui est né en France d'un parent français. Donc ça c'est ça, c'est la loi. Rappelons-le parce que c'est important. D'un parent né en France, d'un parent français. D'un parent français. D'accord. Ça fait quand même une grande partie des Français d'aujourd'hui. Et dans cette partie-là, il faut bien dire qu'il y a toujours une majorité de gens qui ont une généalogie française sur la très longue période. Vous dites bien les 3/4 aujourd'hui, vous pensez à peu près. Entre les 2/3 et les 3/4, parce que je vois bien que c'est des chiffres de l'INSEE, mais que l'INSEE révise ces chiffres au fur et à mesure des années. Donc entre les 2/3 et les 3/4. Ensuite, on a donc les Français volontaires. Les Français volontaires, c'est les naturalisés. Donc c'est des gens qui sont nés étrangers, mais qui veulent devenir français, qui font un effort considérable, il faut dire les choses clairement, et qui sont reçus souvent dans des cérémonies de naturalisation qui sont très émouvantes. Je le raconte parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Et ces gens-là sont parfois plus français que les Français. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais enfin, ils transmettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, des valeurs de la France que parfois on oubliait dans les familles françaises. Donc ça, c'est très important. Simplement, le chiffre des naturalisés diminue d'année en année. Donc en fait, on a quand même de moins en moins d'étrangers. On a quand même de plus en plus d'étrangers en France. Parce que pour finir, avant, on va en parler longuement. La naturalisation ne peut se faire que volontairement. On est bien d'accord? Oui, la naturalisation, c'est volontaire. Voilà, c'est volontaire. On va en parler tout de suite après. On va aborder justement toutes les facettes de ce défi
français, de ce défi d'être français, avec Michel Auboin. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Michel Auboin sur son dernier livre, Le défi d'être français. Vous nous appelez au 0826 300 300. On attend votre s'appelle 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Michel Auboin pour son plus récent ouvrage, Le défi d'être français. C'est vrai, c'est devenu un défi. Alors, on a parlé de l'internalisation, Michel Auboin, mais au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, justement, des gens peuvent se sentir français ou pas? Et en tout cas, ce n'est pas du tout leur problème, être français. Est-ce qu'il n'y a pas eu deux choses, et vous en parlez très bien dans votre bouquin, dans votre livre, il y a ce côté où au fond, on s'en préoccupe plus, y compris les princes qui nous gouvernent et nos élites. Et d'un autre côté, les gens qui disent « Oh, c'est plus un problème, la France, allez, c'est pas un sujet d'actualité ». Il y a quand même une partie, moi je suis étonné d'ailleurs, je l'avais pas bien mesuré, mais je le mesure mieux depuis la sortie de ce livre. Il y a quand même une partie des Français, et notamment de nos élites françaises, qui pensent que la France est ringard. Hein, je sais les choses clairement. Qui pensent que les frontières, c'est une. Alors ça a un peu changé depuis l'histoire de l'Ukraine, parce qu'on se dit tiens, c'est étrange. Il existe encore des frontières, on est obligé de se battre pour les défendre, mais quand même, bon, les frontières étaient tombées, le libéralisme international, disons, provoque ou assure le bonheur de l'homme, et ça suffit. Et puis après tout, la France est européenne, elle a quand même confié une grande partie de ses décisions à l'Europe, et elle vit bien comme ça, quoi. Donc, moi, je pense, et dans les plurinationalistes, c'est-à-dire, je vois quand même une partie des gens que je rencontre qui, pour certains, appartiennent à l'élite politique ou administrative, des gens qui revendiquent une deuxième nationalité, qui vont sinon chercher une troisième. Alors sinon une troisième. Quand j'étais directeur, j'en ai même vu quelqu'un qui, du fin fond de l'Afrique, téléphonait pour avoir une cinquième nationalité. Donc on peut tout revendiquer, mais quand même cette idée que être français, uniquement français, c'était devenu quelque chose de désuet, quoi. Et vous dites que c'est répandu dans la classe dite dirigeante. Bah, je pense, alors je peux pas le dire tout à fait comme ça, et puis je peux pas généraliser, mais on l'a quand même. C'était quand même un peu perceptible. Et moi d'ailleurs, en tant que moi je suis français d'origine française, et je suis même chartrain d'origine chartraine, et ce depuis le Moyen-Âge, ce qui fait que c'était compliqué pour moi de leur dire, écoutez, il existe quand même dans ce pays des gens qui sont français d'origine française. Et puis il y a une histoire. Il y a une histoire. Et donc dans le défi d'être français, il y avait les deux choses. C'est-à-dire que pour moi, il y avait cette façon de dire comment je suis français, et d'une certaine façon, je porte le devoir d'expliquer aux autres ce qu'est la France, puisque j'appartiens à cette histoire. Et puis, pour ceux qui sont en face de moi, qui sont français sans le savoir, ou qui n'ont pas l'intention de l'être, de leur dire, voilà, si vous voulez devenir français, voilà à quoi il faudrait vous conformer. Et si vous êtes français et que vous faites semblant de pas l'être, voilà les risques que vous encourez si vous voulez rester en France sans être français, quoi. En fait, c'est when in Rome, do as the Romans do. Vous êtes à Rome, vivez comme les Romains. Voilà. Mais on a l'impression, ça, vous voyez, on l'a entendu depuis des décennies, etc. Mais on a l'impression que c'est battu en brèche, et vous le dites dans votre livre, d'un côté par ce côté, oui, mais la France, petit pays, c'est pas très, allez, c'est quantité négligeable d'importance nulle, ou presque. Et d'un autre côté, il y a, et vous le dites très bien, et j'en connais, ces étrangers, ou ces gens nés d'ailleurs, qui pratiquent un culte à l'histoire de France, aux valeurs non seulement de la République, mais de l'histoire de France, la monarchie et autres, et puis qui se désolent de voir cette espèce de décomposition française, si on peut dire. Oui, c'est très évident. Quand on rencontre des personnes qui viennent de l'ex-Afrique francophone, ou de l'Afrique francophone,
une grande partie d'entre eux ont un discours qui est complètement antinomique avec le discours officiel sur la France colonisatrice. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent en disant on aime la France, on a appris le français à l'école, on aime la France, on aime ses valeurs, la République. Moi, je connais des amis marocains, par exemple, qui vous parlent de l'UOT beaucoup mieux que moi, parce que pour eux, c'est une sorte de héros national, quoi. Et donc, ces gens-là viennent avec une vision très positive de la France. Ils viennent aussi avec une vision de leur immigration qui est très positive, parce que contrairement à l'image qu'on donne ici, les gens qui émigrent réussissent souvent par rapport à l'endroit où ils sont partis. Et ils sont très fiers d'avoir réussi. Et ils sont souvent très fiers d'avoir transmis cette idée de la réussite à leurs enfants qui eux-mêmes pourraient réussir par l'école. Donc on a quand même d'un côté un schéma qui est assez positif, mais qui est battu en brèche en France par des discours généraux sur le thème la France, comment dire, l'histoire de la France, c'est une histoire de prédation, de colonie, etc. Ouais, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, de prédation. Mais justement, Michel Auboin, vous dites, alors est-ce que ça marche encore? Parce que vous dites ces immigrés qui ont réussi, etc. Il y en a des milliers, voire beaucoup plus, des centaines de milliers, millions. Mais est-ce que justement, on a l'impression aujourd'hui que la transmission ne se fait plus vis-à-vis des enfants de la 4e génération ou autre? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que on voit dans des familles qui étaient intégrées des jeunes générations qui se désintègrent. C'est ça. C'est-à-dire qu'on voit, on voit très bien, dans les familles maghrébines en particulier, on voit très bien des parents qui se pensaient totalement intégrés et qui se retrouvent face à des enfants qui, eux, ne s'estiment pas français. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'à chaque fois que je rencontre des collégiens ou des lycéens qui me disent « moi je suis marocain, je suis algérien, je suis malien et qui sont pourtant tous français, qui ont tous leur carte d'identité, et je leur dis mais vous retournez dans votre pays parfois, et vous êtes perçus comment là-bas? Parce que quand vous allez au Maroc, vous qui n'y êtes pas né et qui y allez une fois tous les 2 ans, on vous prend quand même pour des Français, non? Alors à ce moment-là, ils sont très gênés parce qu'effectivement, on les prend pour des Français. Enfin, quand vous allez au Maroc, les immigrés sont considérés comme des étrangers. Donc c'est vrai, mais c'est au cœur de votre livre, Michel Auboin. Qu'est-ce qui fait? Et c'est vraiment, c'est pas facile, sinon on le saurait, mais ça se saurait. Et puis il y a des réponses sûrement plus complexes et surtout diverses. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui vit en France, qui a la nationalité française, il peut se dire, moi, après tout, lui, moi je m'en fous d'être français ou pas. Mais le problème est là, c'est qu'il dit, je suis pas français, je suis africain. Qu'est-ce qui fait qu'il revendique sa nationalité, son origine, beaucoup plus que sa nationalité? On va en parler. Oui, on va en parler juste après cette petite pause. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu là-dessus parce que ça fait partie du défi d'être français, fondamental. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Michel Auboin sur son livre Le défi d'être français. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et comment les Français parlent au français aujourd'hui alors qu'il y a un défi d'être français? C'est ce que raconte très bien Michel Auboin dans son livre paru aux Presses de la Cité. Et qu'il y a aussi un déni. On parlait, vous savez, juste avant, je vous ai posé la question, comment ça se fait que ces gens, ces jeunes, etc., qui ont la carte d'identité, ils disent, mais je suis marocain. D'un côté, et d'un autre côté, comment il se fait qu'un CRS, en tout cas un policier, on a passé ça un peu plus tôt dans l'émission, dit à cette dame qui s'avance avec un drapeau français à Paris, je rappelle, place d'Enfer Auchan en 2023, cachez-le, madame, cachez-le. Ouais, moi je suis assez sidéré. Je trouve ça assez terrifiant qu'un officier de police puisse demander à ce qu'on cache le drapeau français, qu'il aurait dû avoir l'habitude de saluer par ailleurs. Donc tout ça est quand même très très étonnant. Alors sur le déni, moi je le constate beaucoup, je le constate régulièrement quand je fréquente des classes de collège ou de lycée, et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps encore devant une classe de seconde, ils étaient une trentaine à peu près, et comme je parlais de la nationalité, j'aurais posé la question. Faites beaucoup de tours de conférences dans les lycées. Puis surtout j'ai passé 2 ans à essayer de comprendre la violence des jeunes, donc du coup j'en ai vu quelques-uns. Et là c'était assez intéressant parce que sur les 30, il y en a pas un qui a levé le doigt pour dire je suis français, quoi. Alors, vous avez posé la question
population qui est français. Qui est français. Et donc pas un seul. Non, pas un seul. Et donc je commence à interroger. Alors toi, tu es quoi? Moi, je suis marocaine, je suis malienne, je suis soudanais, je suis ok. Et puis à un certain moment, c'est quand même pas possible que dans cette classe il n'y ait pas un français. Et donc j'en repère un au fond. Je lui dis, toi, t'es pas français? Il me dit, non, je suis italien. Je lui dis, c'est ton père qui est italien? Il me dit, non, c'est le père de mon grand-père. C'est le père de mon grand-père. Et donc je suis italien, parce que je peux pas dire que je suis français, évidemment. Donc en fait, ils sont tous français. C'est-à-dire, il avait presque honte de dire qu'il était français. Ah ouais, je pense qu'il avait totalement honte d'être français. Totalement honte d'être français. Et ça, cet esprit. Et c'était des élèves très très sages. Hein. On n'était pas du tout en banlieue. Enfin, je veux dire, on n'était pas. Voilà. C'était pas des délinquants. Parce que souvent, quand je vais en banlieue, ils savent pas du tout de quelle nationalité ils sont. Donc c'est encore pire. Ouais. Mais là, eux, ils savaient. Mais et ils le revendiquaient. Donc oui, il y a un déni d'être français. Alors si on creuse un peu, on voit bien que la France n'est plus enseignée, parce qu'on a quand même arrêté d'enseigner l'histoire de la France. Plusieurs professeurs nous l'ont dit, oui. Ouais, on n'enseigne plus l'histoire de France, quoi. Non. Quand on lit les programmes scolaires, évidemment, il y a des touches d'histoire de France dans l'histoire, mais enfin, je veux dire, on n'enseigne pas l'histoire de la France en tant qu'objet. On dit pas la France s'est constituée sous Philippe Auguste, elle a connu des rois, etc. On le dit plus, ça. On n'enseigne plus la géographie de la France non plus. Donc on n'enseigne plus les rivières, les montagnes, l'outre-mer, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une méconnaissance assez grande de ce qu'est la France. On n'enseigne plus vraiment la littérature française non plus comme un objet à part, parce que ça, pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui distingue la France de tout le reste des nations européennes, c'est quand même bien la littérature. Donc on le dit pas. Et globalement, donc on est dans un monde très incertain, très fluctuant, dans lequel la France est un objet un peu étrange, quoi. Et je pense. Alors sur les jeunes qui deviennent français sans l'avoir voulu, parce que en fait c'est ça un peu la question. Donc devient français. Une fille ou un garçon qui est né en France et qui a fait 5 années de scolarité en France. C'était la grande loi de naturalisation qui était liée à aux lois de Jules Ferry, c'est-à-dire dès lors que vous faites votre école en France, vous devenez français par principe. Bon. Même si vous n'êtes pas né en France. Même si vous n'êtes pas né en France. Voilà. Donc c'est une loi extrêmement ouverte, dynamique, mais qui repose sur le fait que l'éducation nationale enseigne la France. Voilà. Oui. Et c'est quand même ça qui a disparu. À l'époque, il y avait l'enseignement, la Vis le disait, connaître l'histoire de France pour l'aimer, etc. Tout ça a disparu. Donc, mais il reste cette disposition. Alors cette disposition, en plus, au fil des années, elle est devenue de plus en plus libérale. Et aujourd'hui, on peut demander la nationalité française dès l'âge de 13 ans. Ça sert à rien. Les parents la demandent pas, c'est les parents qui la demandent auprès du tribunal. Mais par contre, ça sert quand ils veulent passer le bac, parce que lorsqu'on passe son bac, il faut avoir des papiers d'identité. Alors c'est quand même plus facile d'avoir des papiers d'identité français quand on est français que des papiers d'identité du Congolais ou autre. Donc en fait, la veille du bac, ils vont au tribunal et les parents demandent pour eux leur nationalité française auquel ils ont droit. Et donc ils ont des papiers français, mais ça n'a aucun intérêt pour eux parce que personne ne leur dit nulle part qu'ils sont devenus français, donc ils ont franchi une frontière. Et que c'est intéressant, peut-être ce serait pas mal. Et que ça serait intéressant, ouais. Et un autre facteur, Michel Auboin, dont vous parlez beaucoup, la langue française. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec la langue française? Qu'est-ce qui fait que même des Français dits de souche, c'est vrai, parlent quand même beaucoup moins, bien français qu'ils ne le parlaient encore il y a 1 ou 2 générations? Alors on est très surpris parce que effectivement, mais j'avais une mère qui était d'origine très populaire, qui était pas beaucoup allée à l'école, etc., et qui écoutait la radio quand j'étais petit, qui écoutait la radio parce qu'on y parlait bien le français. Et donc on a été élevé dans cette idée qu'il fallait parler correctement français. Et je pense que c'était l'une des valeurs de la France. Alors on a le français oral qui s'est beaucoup dégradé, il nous reste le français écrit, mais malheureusement le niveau de lecture moyen diminue aussi, donc l'accès à la lecture devient plus médiocre qu'auparavant. Et en plus, on a apporté, parce qu'on faisait tout pour maintenir sauvegarder la langue française, on a apporté ce cadeau du ciel qui est l'écriture inclusive. Oui, en tout cas, alors, on l'écrit. J'ai l'impression que ça va pas passer quand même, heureusement. L'Académie française se bat, on attend des décisions juridiques. Moi, je pense que ça passera pas, parce que là, on est définitivement fini, quoi. Parce que la langue française, le français, il faut pas l'oublier. Je l'ai rappelé l'autre jour à quelques-uns de vos
vos confrères qui me regardaient avec des grands yeux, mais le français, c'est à l'origine du latin parlé par des Gaulois. C'est ça l'origine du français. Alors évidemment, ça s'est transformé petit à petit en roman, pré-roman, etc. Et à la fin, c'est devenu du français sous François Ier. Mais c'est quand même ça à la base. Donc c'est quand même une langue très ancienne. C'est une langue qui a 2000 ans, quoi. Donc et c'est pas moi qui le dis, c'est François Schwing, mais c'est quand même la seule grande langue du monde qui est capable de rentrer dans des dans des strates d'abstraction qui permettent de penser un peu plus loin que d'autres langues. Voilà. Je le dis de façon un peu courte. Je suis pas linguiste, mais enfin, en tout cas, il y a cette idée. C'est une langue qui a ses subtilités. C'est une langue qui est très subtile et c'est pour ça aussi qu'elle a nourri la littérature, la poésie, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas la perdre. J'ai aucun avis sur les autres langues, mais en tout cas, le français avait sa valeur en soi, qu'elle peut pas échanger avec d'autres langues. Et qu'est-ce qui fait alors justement, on va en parler avec nos auditeurs aussi, mais relever ce défi, c'est travaux d'Hercule ou Moi je pense que c'est d'abord il faut, en fait, si on écrit, enfin vous et moi d'ailleurs, si on écrit, c'est pour que d'autres prennent conscience de ceux auxquels on croit ou auxquels on a fini par aboutir. Parce que ce livre est le fruit d'une réflexion de plusieurs, j'ose pas dire dizaines d'années, mais c'est très longue réflexion. J'ai mis très longtemps à comprendre où était le nœud du problème, quoi. Et pour avoir tourné tout autour, et puis comme souvent, un matin on se lève et on se dit ça y est, j'ai compris quel est le sujet. Bon, maintenant que je l'ai, il faut que j'explique aux autres parce que je ne crois pas que nos dirigeants, quels qu'ils soient, et donc d'ailleurs... vous dites le nœud du sujet. Si vous allez le dire en une phrase, c'est quoi ? Le nœud du sujet, c'est il faut réhabiliter... en fait, il faut redonner aux Français la fierté d'être Français, mais d'abord aux Français. Et donc réhabiliter, réinterroger leur histoire, réhabiliter. Il faut pas refaire l'histoire de la vie, c'est l'histoire républicaine qu'on nous enseignait, qui est complètement dépassée. Mais il faut réécrire cette histoire parce que aujourd'hui les historiens sont prêts. Moi, j'en connais beaucoup qui sont tout prêts à la rédiger. Donc, il faut réécrire cette histoire. Il faut redonner du sens à ce qu'est la langue française, la littérature française, etc. Ce qui fait le fondement de notre culture. C'est pas la seule chose, mais enfin, je veux dire, c'est quand même l'essentiel. Si on retravaillait sur la langue et l'histoire, je pense qu'on ferait faire un grand pas à la France. Ben raison, mais en fait, la fierté aussi, elle se gagne à coups de symboles, et ce serait bien d'avoir, pas seulement, c'est très bien, c'est très intéressant, parce que on parle du symbole footballistique, mais ça ne suffit pas. C'est pas le symbole footballistique qui va arranger les choses. C'est, encore une fois, la culture, l'éducation. C'est évident, c'est l'éducation. C'est ça qui est au cœur du problème, et je crois que ce serait bien voilà, je crois que nous avons déjà un auditeur. Oui, nous avons Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à vous tous, bonjour à votre invité. Merci de mettre le doigt justement sur plein de choses, parce que finalement vous avez résumé 3/4 de mon intervention, donc bon. Alors mais il reste le quart, allez-y Emmanuel. Il reste le quart. En fait, le quart pour moi, c'est aussi quel est le projet que les dirigeants qui sont censés être en charge de la France nous donnent. Parce que s'il n'y a pas de projet, quand on dit qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de projet. Bon, le budget, on est déjà dans... Je vais pas dire le mot, mais c'est déjà compliqué. Emmanuel, quoi qu'il en coûte. Oui, c'est ça, mais quoi qu'il en coûte, toujours pour les mêmes. Du coup, si vous voulez, quel est le projet? Parce qu'effectivement, l'histoire est archi importante pour s'identifier. Ma femme est franco-espagnole. Quand elle est venue en France, elle a dû passer par des fourches. Pourtant, elle a toute une famille, en plus militaire, qui était française. Elle a dû effectivement montrer un petit peu patte blanche pour avoir sa nationalité française. Et moi, je trouve que dans ces cas-là, faut au moins parler la langue, connaître l'histoire, etc., ce qui est plus du tout enseigné. Mais quel est le projet? C'est les 3% de Bruxelles? C'est le CO2? Quel est le projet de français? Parce que les autres pays qui tiennent, ils ont un projet national. Alors c'est le seul pays en France où on met un drapeau français, on est traité de facho. Moi je trouve ça formidable. Et moi je trouve qu'il manque simplement par complaisance et puis aussi par volonté de faire disparaître la France, parce que c'est un peu le caillou dans la chaussure du mondialisme, de donner un projet, de dire ce qu'était la France et où elle veut en venir. Et aujourd'hui on n'en a aucun. Alors évidemment, identifier des jeunes qui viennent de partout, ou même des jeunes de banlieue avec qui je discute, je viens de Nanterre, j'habite du côté de Bordeaux et je discute aussi avec des jeunes de cité. La France pour eux c'est là où ils sont nés, quoi.
Et ça n'a pas de sens plus que ça. Alors évidemment, si l'éducation nationale s'en mêle pas et qu'il n'y a pas un dirigeant ou des dirigeants qui nous donnent une vision, l'outre-mer, la puissance française, on est quand même le plus premier ou deuxième domaine maritime mondial. Tout ça, on l'a effacé. On a effacé France Eau, on a effacé toute la visibilité de ce que pouvaient les jeunes s'identifier à un pays qui est loin d'être un timbre-poste sur le monde. Voilà. Écoutez, merci pour m'avoir laissé parler et puis non mais Emmanuel, bon vous posez une vraie... Alors le projet, Michel Auboin, je sais que bien vous n'êtes pas au pouvoir, mais quand même le projet, vous êtes citoyen français comme nous tous ici. C'est vrai que ce que dit Emmanuel, il pointe quand même là sur le fait que on a l'impression, quand il dit projet, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a même plus envie de parler de la France, c'est-à-dire que quand on entend un discours politique, même médiatique, intellectuel, oui, on dit la France comme une espèce de chiffon, comme ça, une espèce de deuillet sur la boutonnière, mais ça s'arrête là. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut, moi j'apprécie beaucoup, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Emmanuel, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France, c'est aussi le peuple français, qu'on oublie toujours dans cette affaire, parce que tout en histoire est celle-ci, on a une élite, on a souvent eu une élite internationale à la tête de la France, quand même. C'est pas très nouveau, mais y compris sous l'Ancien Régime. Rappelez-vous Catherine de Médicis et j'en passe. Mazarin et tout ça. Bon, on a l'habitude. Sauf qu'à chaque fois, c'est le peuple français qui fait quoi. C'est le peuple français qui a défendu Verdun, c'est le peuple français qui a fait la résistance, etc. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est elle est où la place du peuple français dans cette affaire, Alors, la France adhère à l'Europe et parfois elle fait semblant de penser qu'elle est encore autonome. C'est un peu la grande ambiguïté dans laquelle nous vivons. Mais si elle adhère à l'Europe, elle n'est pas la seule, et les autres nations européennes qui adhèrent aussi à l'Europe défendent des positions sur la base de leur identité nationale. Enfin, on l'a vu, on le voit. J'en cite pas d'autres pays, mais vous voyez bien que les autres pays, les pays les plus forts d'une certaine façon, moi j'ai travaillé avec l'Europe quand j'étais directeur d'administration centrale, c'était l'intégration de la Pologne. On s'est dit la Pologne, pays lointain, marginal de l'Europe, etc. Sauf que la Pologne est arrivée avec son identité polonaise, ils ont pris leur place aussitôt, et aujourd'hui ils font partie des grandes puissances de l'Europe. Donc c'est bien les identités nationales qui font la force. Bien sûr, la Hongrie. Je ne parle pas de la Chine, de la Russie et des autres. On voit bien aujourd'hui l'identité nationale, elle est essentielle dans la défense des identités. Donc il faut la promouvoir, cette identité. Il faut la promouvoir, alors y compris en termes d'économie. Et inventorier. Surtout, il faut l'inventorier. Il faut savoir, bien sûr, il faut l'inventorier. De quoi on parle. On se retrouve tout de suite et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Michel Auboin et son livre Le défi d'être français. On ira en Essonne avec Julien. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Michel Auboin qui nous expose son dernier ouvrage, Le défi d'être français. Vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Julien de l'Essonne. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bonjour Julien. André, bonjour à votre invité. Mais sujet qui fait réagir effectivement parce que en vous entendant, je suis obligé de penser à notre délitement, à notre dilution. En fait, on a vraiment l'impression que la France est en dilution du fait de notre appartenance à l'Union européenne et plus généralement même à la mondialisation. Moi, je me souviens quand Chirac, vous vous souvenez, André, disait cette Europe passoire, cette Europe mollusque. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on nous impose vraiment au forceps, un peu comme la réforme des retraites, l'Union européenne, malgré le nom de 2005, il faut toujours le rappeler. Et on comprend qu'en fait, quand à l'époque un certain Jean-Marie Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le problème, disait que nous étions en train de devenir la province France, faut avouer effectivement que c'est le cas. Et on a en face de ça un Macron qui est obsédé par l'Union européenne. Et moi, ce qui me frappe en fait, c'est de voir, je vais très souvent à l'étranger, c'est de voir le drapeau européen dans beaucoup de pays, en Amérique latine, au Moyen-Orient, etc. Et même pas très loin de chez nous, en Suisse, où le drapeau est arboré fièrement, sans tomber dans un nationalisme, parce que j'entends déjà les arguments en face en nous disant oui, mais vous êtes des vilains réactionnaires nationalistes. Pas du tout, c'est juste un équilibre et voilà, le drapeau, c'est un symbole important dans une nation. On n'entend plus parler de nation, on n'entend que
parler de blocs, de continents, et je pense que c'est effectivement dangereux, mais moi je voudrais juste terminer là-dessus. Oui. Et pour conclure, c'est que la cancel culture, bien sûr, elle participe à effacer notre histoire et donc tout ce qui fait nation, et surtout également le fait qu'on soit dans Schengen, moi ça me fait quand même bien rire, parce que tous les opposants politiques, que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour, en fait, ne peuvent pas contrôler et réguler. Il ne s'agit pas de mettre à zéro une immigration, mais de la réguler. Et voilà. Donc c'est important. Et oui, mais le contrôle, tant qu'on est là-dedans, on ne peut pas maîtriser des flux pour qu'ils soient équilibrés. Et c'est aujourd'hui tout le problème. Je pense pour faire nation, il faut un équilibre. Ça ne veut pas dire zéro, mais ça veut dire faire un équilibre. Aujourd'hui, avec l'offre politique actuelle, c'est impossible, malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Oui, non, mais la question de l'immigration, elle est effectivement au cœur du sujet, parce que on a une sorte de, vous avez raison de parler d'équilibre, on a une sorte de rapport de force, c'est-à-dire que notre capacité, moi je pense, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'immigration actuellement, moi je pense que la question c'est pas la question de l'immigration, c'est la question de l'intégration, c'est-à-dire quelle est notre capacité à intégrer, jusqu'où on peut aller. C'est assez facile à démontrer. Il nous reste quel est notre déficit en matière de logement, d'emploi, de santé, etc. Et on voit très bien que on est incapable d'intégrer ceux qui veulent venir par centaines de milliers. Donc c'est cette question-là qui est posée. Après, la place de la France dans l'Europe, c'est à la France de se la faire aussi. C'est-à-dire que, bon, moi je suis un peu sévère parce que j'ai un peu participé à des travaux à l'époque où j'étais directeur de l'intégration, mais la France, c'est pas la mieux placée pour défendre sa position en Europe. Il faudra un jour s'expliquer pourquoi et comment, oui, mais on voit très bien. On fera une émission là-dessus, ce qui est vaste, sans doute, incroyable. Et alors qu'on était quand même dans les nations fondatrices de l'Europe, et on comprend pas bien quand on est dans les instances pourquoi on est aussi mal représenté et aussi mal défendu. Et on voit bien que d'autres pays européens, avec les mêmes règles juridiques que les nôtres, arrivent à s'affranchir de ce que nous pensons être un carcan. Donc je pense que il y a un moment, la France doit peser aussi pour faire valoir sa position dès lors qu'elle a une position. Voilà, il faudrait savoir si certains n'adoptent pas ce que dénonçait il y a 5 siècles Étienne la Boétie dans son traité de la servitude volontaire, ce qu'il n'y a pas que certains qui se mettent justement dans cette servitude volontaire, qui est toujours un péché, non seulement contre l'esprit, mais contre la vie. Lucien. Merci beaucoup à Julien, et on accueille Lila de Lyon. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité. En écoutant votre invité, là, je rajouterai quelque chose à mon premier propos. On parle d'abord le titre, le défi d'être français. Le défi, pour moi, j'aurais aimé qu'il s'appelle plutôt la joie, le bonheur, l'envie d'être français, plutôt qu'un défi. Quoique le défi est juste par rapport à ce que je vais dire. Il y a vous parliez de certains individus qui, malgré tout, qui sont nés en France, ils ont toujours vécu dans le pays, et qui disent oui, mais je suis aussi ou marocain, ou je suis d'un autre pays. Voilà. Autre, oui. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des regards, des réflexions très jeunes. On vous fait comprendre que malgré que vous soyez né en France, que pour vous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On vous fait toujours par un regard, par une réflexion, on vous ramène toujours à vos origines, enfin aux origines de vos parents et vous donc. Il y a ça aussi, on ne parle pas assez aussi des Français qui ne veulent pas intégrer une certaine population. On peut prendre Mohamed qui sort major de sa promotion et François qui sort deuxième. François il rêve d'aller travailler à l'étranger, Mohamed lui dit je veux travailler pour la France où j'ai fait mes études, et on lui fait comprendre tu ne voudrais pas aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Déjà. Et par rapport à ce que disait votre invité là, dans ses dernières réflexions, moi, quand j'écoute, je vais parler du président, le président de la République, chaque fois que je l'entends parler de la France, je me dis toujours, mais quand c'est que tu parles, la France c'est des Français, c'est un peuple. Et ce qu'ils n'ont pas compris, il me semble, regardez lorsqu'il y a des comment on appelle ça, des gros marchés. Chaque gouvernant de chaque pays fait tout pour tirer vers son peuple. Regardez les sous-marins, tout ça. Ils n'ont pas compris une chose. On peut faire partie de l'Europe, mais il faut être un hargneux pour son pays.
Parce qu'ils font partie de l'Europe, mais je peux vous dire que les Allemands, ils bataillent pour l'Allemagne, les Polonais pour la Pologne. Et on ne voit pas là ces élites françaises en train de dire d'accord l'Europe, mais attendez d'abord le peuple, parce qu'il y en a marre de dire la France. D'abord la nation, exactement. C'est le peuple. Et au niveau de l'histoire, je voulais aussi dire quelque chose. Attendez. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais je voudrais déjà que Michel Auboin réponde juste là-dessus. Moi, je crois que c'est plus nuancé ce qu'il faut dire sur le problème, vous savez, parce que malheureusement chaque nation peut tomber et on tombe un peu partout. Regardez ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui et ailleurs sur des discriminations. Je pense qu'en France on se bat beaucoup, en tout cas, contre là-dessus, même s'il y a des gens qui ne le sont pas. Mais je voudrais laisser la parole à Michel Auboin. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que le modèle français est quand même un modèle d'intégration, contrairement au modèle anglo-saxon par exemple. C'est-à-dire que les pays anglo-saxons peuvent recevoir beaucoup plus de monde. C'est pas très grave pour eux, parce qu'en fait, les personnes qui arrivent forment des communautés qui ont parfois des représentations politiques, mais qui n'accèdent pas au pouvoir central. La France n'est pas bâtie sur ce modèle-là. Elle est bâtie sur l'égalité de chacun des habitants de ce pays, et c'est beaucoup plus compliqué. C'est totalement antinomique avec les communautés. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui en difficulté, de façon particulière par rapport à d'autres pays. Sauf une chose, Michel Auboin, et là, Léla a tout à fait raison, c'est que quand elle dit qu'il faut être hargneux pour se battre pour son peuple et pour ses intérêts, les intérêts du peuple et de la nation, et là on a l'impression, et c'est pas seulement le gouvernement actuel, que c'est pas le cas depuis très très longtemps. C'est clair qu'il faut, pour se battre, c'est comme pour faire la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut croire à la nation. Voilà, il faut croire au drapeau. On se bat pour le drapeau. Et vous avez raison de dire que c'est bien le peuple français qui est visé dans cette affaire. C'est lui dont on parle aujourd'hui. C'est lui. Moi, je suis très content que vous ayez employé un mot qui est joie, la joie d'être français, parce qu'en fait, c'est ça que j'ai essayé de passer aussi dans ce livre, c'est-à-dire quand même, quoi. Enfin, quel pays merveilleux qu'est le nôtre. Et puis, juste la dernière chose, et j'aime bien votre accent parce que un autre propos du livre, c'est de dire que nous, les Français, nous sommes d'abord des provinciaux. On a presque tous une histoire provinciale, un ancrage dans un terroir. Et conserver cette diversité des terroirs, c'est aussi très important. C'est fondamental, effectivement. Et je sais que beaucoup d'auditeurs Sud Radio partagent cela. À très vite et merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Michel Auboin, ancien préfet, qui nous expose son dernier ouvrage, Le défi d'être français, aux éditions Presse de la Cité. Et je dirais bon anniversaire à notre réalisateur Thibaut Sadler. Un joyeux anniversaire à Thibaut. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.